Comment ne pas sombrer en soutenant un proche qui s'enfonce dans l'alcoolisme ou l'anorexie? Sortir de la codépendance, c'est un reportage à voir en deuxième partie d'émission. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Faut pas croire à la Maison d'Ailleurs à Yverdon, le musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires. La nouvelle exposition de ce musée nous plonge dans l'univers des super-héros revisités par des artistes contemporains. Batman, Spider-Man et consorts signent un retour en force depuis quelques années. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fascine chez ces personnages? En quoi ces êtres extraordinaires nous aident-ils à vivre notre vie ordinaire? Bertrand Piccard et Marc Atala en débattent juste après un petit tour de l'exposition. Le super-héros, déjà, il est créé pour nous galvaniser. Au départ, pour les troupes sur les fronts de guerre, pour leur donner un espoir, pour combattre le fascisme, le communisme, les extrêmes. Alexandre Nicolas, artiste toulousain, a construit son imaginaire en partie grâce à ses lectures de bandes dessinées, de Batman, Spider-Man et autres super-héros. Ces personnages héroïques lui ont inspiré une série de foetus en costume. La genèse de cette série, qui s'appelle Prédestiné, c'est de travailler sur une figurine qui représente le super-héros et de le mettre dans un bloc de résine, un écrin de cristal de synthèse. On nous met dans des costumes tout le long de notre vie et on nous met dans des boîtes. On vit au monde dans un ventre mou et pour finir dans une boîte carrée. Donc il faut essayer de passer sa vie à sortir de ces costumes et essayer d'être soi. Voilà. Pour son travail final à l'école de photographie de Vevey, Audrey Piguet a fait une série de 9 photos sur la thématique du super-héros. Mon intention principale dans ce travail photographique était d'une part de recréer tout un univers visuel et esthétique qui correspond en fait au monde des super-héros. Et puis d'une autre part, je voulais aussi associer certains sentiments qui sont propres en fait à l'être humain à ces super-héros. Wonder Woman à la base était une icône du féminisme, elle représente la force, la beauté. Et là, on voit une femme qui approche de la cinquantaine et qui porte sur elle le temps qui passe, la vieillesse. Et donc là, il y a vraiment une sorte d'opposition qui se crée entre l'image que l'on a à la base de Wonder Woman et ce que j'ai décidé de représenter à travers cette icône. Dans notre vie de tous les jours, on joue quand même un rôle par rapport au regard des autres et on se protège par rapport à ce que l'on décide de montrer et de dévoiler. Et cela peut rejoindre aussi le thème du super-héros qui se déguise et qui se cache, se protège grâce à son masque, sa cape et ses super-pouvoirs. On est tous des super-héros. On a ça en soi, mais on attend peut-être quelquefois que ce soit les autres qui nous amènent le costume, alors que le costume, c'est à nous à le créer. Marc Atala, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Maison d'Ailleurs. Alors depuis quelque temps, les super-héros sont partout. Vous êtes d'ailleurs pour beaucoup. Pourquoi cet engouement ? Pourquoi cet engouement? Oh là, c'est difficile à dire. Je pense que les super-héros sont devenus une sorte des figures qui font partie de notre imaginaire, une sorte de mythologie contemporaine. À la fois, ils semblent nous dire peu de choses, et puis en fait, finalement, ils sont tellement autour de nous, que ce soit sur les écrans de cinéma, à la télévision, dans les magasins, dans les jouets, etc., que finalement, à chaque fois, ils nous disent quelque chose. Et ce quelque chose, on le perçoit, on l'entend, on le ressent, on l'éprouve, et puis on en a un peu besoin d'une certaine manière. Et je crois que cet engouement montre d'abord notre besoin d'avoir des super-héros. Et c'est peut-être votre intérêt personnel. Quel est votre super-héros préféré ? Alors en fait, j'en ai pas, donc je les ai tous. J'ai aucun super-héros fétiche ni préféré. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit. J'ai découvert ça il y a peu de temps en préparant l'expo. Et j'ai remarqué que tous ceux que j'ai pu découvrir jusqu'à maintenant, qu'ils soient connus ou pas connus, disent chaque fois quelque chose. Et donc l'ensemble de ces figures, on va dire archétypales comme ça, sont mes préférés. Bertrand Piccard, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, explorateur, vous êtes le fondateur de Solar Impulse, ce projet de tour du monde en avion solaire. Vous, est-ce que vous avez été bercé par les super-héros dans votre enfance ? Oui, mais alors des héros réels.
D'abord, je les ai découverts dans des livres, mais ensuite je les ai rencontrés. Donc des gens comme Charles Lindbergh, comme Wernher von Braun, comme Neil Armstrong. C'est vrai que c'est des gens qui ont accompli des choses absolument incroyables, mais réelles. Et ça m'a beaucoup plus inspiré que les héros imaginaires que je voyais dans les bandes dessinées. Toutes des personnes qui ont volé, c'est ça qui vous a inspiré en fait. Qui ont volé, qui ont exploré, qui ont découvert, en fait qui ont fait des choses que personne ne pensait être possible. C'est ça qui est extraordinaire. Et je dis bien extraordinaire, plus que spectaculaire. Dès qu'on arrive à sortir de l'ordinaire, de l'habitude, des certitudes, de la routine pour faire quelque chose que personne ne croit possible, à ce moment-là, ça je pense que c'est de l'héroïsme. Ce qui veut dire que ça laisse aussi la place pour des héros qui sont plus de l'ordre sociaux, politiques ou humanistes également. Ça ne doit pas forcément être l'action, le extraordinaire. Les super-héros, vous l'avez dit, ce sont des archétypes. Quel est leur rôle dans la société? Est-ce qu'ils ont un rôle social en fait? Je pense qu'ils ont d'abord un rôle, on va dire anthropologique, enfin, pour les êtres humains, pour chacun d'entre nous qui nous plongeons dans leurs aventures, que ce soit au cinéma ou dans les bandes dessinées, dans les comic books. C'est-à-dire qu'ils sont des vecteurs d'émotions. Plutôt grâce à eux, grâce à leurs aventures, on éprouve des émotions. Alors, vous parliez tout à l'heure de héros réels. Moi, je pense que quand on est dans un film de super-héros, dans une BD de super-héros, ils sont aussi réels. Parce que grâce à eux, on éprouve des émotions, peut-être des fois plus que par rapport à des personnes qu'on voit à la télévision, qui nous font éprouver des émotions. Je dirais, je suis même pas sûr qu'ils nous font vraiment éprouver. Après, quand on a la chance de les rencontrer, c'est sûrement différent. Tandis que les super-héros, ils nous parlent parce qu'ils nous prennent par la main, comme la plupart des héros, ils nous disent « Viens te balader entre les gratte-ciel avec moi » ou « Viens affronter ou avancer dans cette quête symbolique ». Et c'est en ce sens-là qu'ils nous parlent, leur fonction sociale, la fonction de tous les archétypes ou les figures fictionnelles, du moment où elles sont répandues dans le monde, qu'il soit occidental ou autre, viennent nous parler parce qu'elles viennent nous prendre avec elles, en fait, dans leur quête. Un rôle social, un rôle peut-être psychologique aussi, vous qui êtes psychiatre, est-ce que ce sont des modèles dont on a besoin peut-être pour se construire? Ils sont très populaires auprès des enfants particulièrement. Oui, mais en fait ce que vous dites, Marc, c'est totalement vrai parce que notre société fonctionne peut-être mal. Si on est obligé de chercher dans l'imaginaire ce qui nous permet de vivre, ça ne va pas nous pousser très loin. Je pense que ce qu'il faut, c'est que notre société donne suffisamment de stimulation, de valeur, d'enthousiasme pour qu'on puisse devenir soi-même le super-héros de sa vie. Pas qu'on soit obligé de vivre par procuration en projetant nos fantasmes sur quelqu'un d'autre. Il faut être capable de le faire soi-même. Et ça, c'est ce qui manque de notre société, sur tous les plans, même le plan spirituel. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord. Je ne sais pas si la société manque de héros réels, ou plutôt je ne suis pas sûr qu'il y a 100 ans ou 150 ans, il y avait plus de héros réels. J'ai l'impression que ces figures, ces archétypes, ces espèces de vecteurs d'émotions, elles nous permettent à chaque fois, et c'est peut-être pour cette raison que depuis la prime enfance jusqu'à à la vieillesse la plus avancée, on passe notre temps à nous raconter des histoires, ou à raconter des histoires, ou à entendre des histoires qui nous sont racontées. C'est chaque fois des chances de faire quelque chose de notre vie ou dans notre vie. Ces chances sont parfois mélancoliques. Tous les héros ne sont pas des super-héros. Certains héros sont plutôt justement un peu pour nous avertir de faire des choses ou de ne pas en faire. Et puis d'autres héros, par contre, nous poussent en avant. Alors je sais pas, ça va dépendre de la sensibilité de chacun, ça va dépendre des valeurs qui sont promues par le récit, par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit émerger, par exemple au cinéma depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, des valeurs d'héroïsme qu'on trouve dans les super-héros, dans la science-fiction, dans ce qu'on appelle la fantasy, comme le Seigneur des Anneaux. Et je pense effectivement que dans une société qui ne laisse plus la place à l'épique ou à l'héroïsme, parce que tout est calibré à tout endroit, et voire même désindividualisé, alors on a généré, la fiction vient générer en fait l'envie d'être un héros. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui montre plutôt cette sorte de pharmacone comme ça de médecine qui nous permet de dire attention, on a besoin d'héroïsme et on l'éprouve par la fiction. Alors dans la vraie vie, quelles sont les qualités d'un héros pour vous? Les valeurs, les qualités qui font que quelqu'un sort de l'ordinaire, est héroïque? J'ai l'impression que ça dépend un peu des époques. Dans les périodes guerrières, les grands héros, c'était des guerriers, c'était Ulysse, c'était Achille, c'était Jules César. Et puis quand on a passé dans des périodes un petit peu plus calmes, c'est devenu des explorateurs, des conquérants de territoires, pôle Nord, pôle Sud, etc. Ensuite, c'est devenu des sportifs. Là où je pense qu'on a vraiment besoin de héros maintenant, c'est dans le monde politique, dans la gouvernance. Les grands défis maintenant, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est les droits humains, c'est la meilleure gouvernance de notre planète, c'est le développement durable, c'est la recherche médicale. Et c'est là qu'on doit stimuler l'héroïsme, parce que c'est pas du tout facile aujourd'hui de se lever contre la médiocrité ambiante et de dire qu'on n'est pas d'accord. À ce titre-là, un de mes grands héros, c'est Kofi Annan.
Kofi Annan qui refuse de s'aligner sur la folie meurtrière de George Bush Jr., qui veut envahir l'Irak alors qu'il n'y a aucune raison politique ni de lutte contre le terrorisme, et Kofi Annan qui dit « je ne suis pas d'accord » et qui paye cette décision-là et ce courage par toute la suite de sa carrière qui a été détruite. Donc ça, pour moi, c'est de l'héroïsme. Il faut aller jusqu'au bout de ses convictions, mais à condition que ces convictions soient utiles aux autres. Kofi Annan, c'est un héros pour vous ? Est-ce que c'est un héros? Non, je crois que pour moi, un héros peut être que fictionnel. C'est d'ailleurs même la définition du héros, c'est une figure de fiction qui incarne des valeurs jusqu'au bout. C'est un totalitaire, un autocrate, un héros, dans le sens où, si vous prenez les super-héros, et l'histoire des super-héros est à ce titre enrichissante, en tout cas nous apprend quelque chose, depuis les années 80, dans ce qu'on appelle l'âge moderne, en fait, des super-héros comme Batman, Superman ont été poussés par les scénaristes dans le retranchement. Et on s'est rendu compte que tous ces héros, s'ils étaient tout le temps ces héros, s'ils incarnaient tout le temps leurs valeurs, alors ils allaient tomber dans une forme de paranoïa pour Batman ou de force gouvernementale aveugle pour Superman. Et je pense qu'un héros, c'est une figure justement archétypale. Elle incarne un ensemble de propriétés. Et on sait très bien que si l'être humain se réduit à ses propriétés et les pousse jusqu'au bout, alors il risque de tomber dans une forme de, on va dire, comportement dictatorial. Pas de héros réels, vous me dites. En même temps, vous, on dit traditionnellement que vous êtes issu d'une lignée de héros, c'est-à-dire en tout cas d'explorateurs qui sortent de l'ordinaire. Votre grand-père Auguste, qui était le premier homme à atteindre la stratosphère, votre père Jacques, qui était le premier à atteindre les profondeurs ultimes sous les mers, 11 km sous les mers. C'est comment cet héritage? C'est dur à porter ou ça vous élève? Mais ça m'élève parce que ce que j'ai trouvé héroïque chez eux, c'est pas simplement ce qu'ils ont fait, parce que finalement, quelqu'un d'autre aurait peut-être pu le faire, mais c'est la raison pour laquelle ils l'ont fait. Et puis les conséquences qu'il y a eu. Comme mon grand-père est monté dans la stratosphère, ça a permis de montrer qu'on pouvait voler là où l'air était beaucoup moins dense, consommer beaucoup moins de carburant, aller beaucoup plus vite. C'était le début de l'aviation moderne, en fait, que mon grand-père a lancé. Puis dans la fosse des Mariannes, c'était pas pour faire un record du monde, parce que ça, n'importe qui peut le faire. C'était pour montrer qu'il y avait de la vie à 11 000 mètres de profondeur, à une époque où les gouvernements voulaient balancer les déchets radioactifs et toxiques au fond des fosses marines. Et comme mon père a vu qu'il y avait des poissons et des crevettes là en bas, ça prouvait qu'il y avait de la vie, et ça a changé complètement la politique gouvernementale de gestion des déchets dangereux. Donc ça, je dirais, pour moi, ça m'a marqué, parce que ça m'a appris qu'il faut être utile dans ce qu'on apporte aux autres et pas simplement dans le plaisir qu'on a à faire une action. Il faut avoir une dimension morale, en fait, pour être un héros. C'est un petit peu ce que vous nous dites, Bertrand Piccard. Mais est-ce qu'il est possible de ne pas avoir de dimension morale? Qu'est-ce que la morale? Voilà, c'est ça. Chaque héros, et on sait que dans la fiction, on nous apprend que souvent le héros s'accompagne de sa némésis, dans ce qu'on appelle les super vilains, plutôt par traduction de l'anglais, et qui ont aussi incarné un socle moral. Sauf que ce socle moral est souvent l'antithèse de celui du héros. Et dans une société qui a été générée par le christianisme, par une certaine forme de moralité, alors évidemment, certains types de référentiels moraux sont problématiques. Mais le héros, il incarne toujours une morale. Et le problème peut-être des super-héros ou des héros, c'est qu'ils en incarnent qu'une, en fait. Et c'est peut-être ça qui est un peu embêtant chez ces figures-là. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir dans les fictions qui viennent peut-être nous dire: est-ce que vous n'êtes pas trop en train d'incarner une seule morale? Mais c'est la morale quoi? De la réussite, des super-pouvoirs Non, je pense que là, je parle de la morale qu'on peut incarner dans la vie réelle. On peut penser à l'héroïsation des sportifs, des chanteurs, etc. Mais cette morale, nous, on va se l'accaparer, et puis elle peut commencer à nous faire rêver. Et puis alors là, ça devient une projection qui peut être beaucoup plus problématique que de lire une BD, à mon avis. Pour vous, la morale, ça va de pair avec la responsabilité? La responsabilité et le respect. Je pense que c'est dans le respect des autres, dans le respect de la vie, dans le respect de la planète qu'il faut apporter quelque chose. Et c'est peut-être ça qui me gêne chez certains, entre guillemets, héros ou grands sportifs ou des gens qui ont accompli des choses extraordinaires, c'est que finalement ils ont une audience mondiale, ils peuvent s'exprimer parce que tout le monde les écoute et ne disent rien. Alors ils expliquent comment ils ont fait un virage plus rapide en Formule 1, comment ils ont mieux tapé une balle avec leur raquette ou avec leurs pieds, mais quand le monde entier les écoute, ils pourraient aussi parler de choses plus fondamentales, parce que ça permettrait de faire bouger l'humanité.
Ouais, je trouve intéressant parce que je trouve que cette question du langage est importante. Le super-héros, c'est pas pour rien que c'est une figure de fiction, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime que sous forme de fiction. Donc c'est des bandes dessinées majoritairement et puis des films. Mais dans ces bandes dessinées et ces films, pour que ça soit intéressant, il y a de la narration. Donc ces héros disent quelque chose qui parfois est trivial, parfois est un peu plus complexe. Et je suis assez d'accord avec ce que vous dites. On entend, à une semaine de la Coupe du Monde, on va pouvoir voir ça, on n'entend rien. Et nous, on a une des œuvres de l'exposition à la Maison d'Ailleurs montre cette espèce de... Voilà, ces gens ne disent plus rien. Et on les encense alors qu'ils disent plus rien. Mais plus rien dire dans une société qui est basée sur le livre et sur le langage, ça a quand même... Là, au niveau de la morale, ça pose quelques problèmes. Qu'est-ce qu'une morale qui ne se dit pas, en fait ? Bertrand Piccard, le premier vol de Comme Solar Impulse. l'imaginaire et le réalisme se retrouvent. Heureusement, puisque le réalisme vient de l'imaginaire et inversement. Pour conclure, Bertrand Piccard, Solar Impulse a fait donc Solar Impulse 2 a fait son premier vol de test le 2 juin dernier. Ça s'est bien passé. Quelles sont les prochaines étapes pour vous et puis le message que vous voulez transmettre avec ça? Prochaines étapes, en Suisse pendant l'année, d'autres vols d'essai, ensuite l'entraînement pour André Borchberg et moi pour piloter cet avion, et puis l'année prochaine, si tout va bien, entre mars et juillet, le tour du monde. Et le message? Le message, c'est de montrer qu'on peut faire des choses absolument incroyables avec des énergies renouvelables, qu'on peut diviser par 2 la consommation énergétique de la planète avec des nouvelles technologies propres, que tout ça c'est possible, et que maintenant, il faut vraiment mettre cet esprit de pionnier au service des nouvelles technologies et de la gouvernance de la planète. Et peut-être que le plus important, c'est vraiment que les gens voient que si nous, on vole avec un avion solaire, c'est très bien, mais eux peuvent faire exactement la même chose dans leur vie et dans leur choix de consommation d'énergie, leur choix aussi de vote au niveau politique, etc. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je rappelle que l'exposition Superman, Batman and Comics, c'est jusqu'au 21 septembre à la Maison d'Ailleurs. Toutes les informations se trouvent sur notre site internet fautpascroire.ch. On parle souvent de la souffrance des alcooliques, des toxicomanes, des anorexiques. On parle moins souvent de celle de leurs proches. Ils sont physiquement en pleine santé, mais la souffrance de membres de leur famille les rend malades. Comment sortir de la codépendance? C'est un reportage de Muriel Landry. Quand on parle de ce sujet ou bien quand on entend des spécialistes parler de codépendance, ça a l'air toujours comme ça simple, on fait ça et puis il faut faire et ça et ça. Mais pratiquement, je vous dis, c'est tellement pas évident. Et c'est ça qui nous rend... qui nous fait rager aussi parce qu'on est complètement pris et puis forcément il y a aussi les émotions et puis on était toujours forcés de faire avec le problème et d'espérer que tout se passe bien. Voilà. Alors nous avons du lait léger, yogourt toujours léger, nature. Et puis ce qu'elle mange beaucoup, c'est du tofu. C'est vous qui faites les courses? Oui, c'est moi. Et je lui achète tout ce qu'elle veut. Alors que je ne voudrais pas, mais j'aimerais qu'elle mange plutôt ce que nous on mange, mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, c'est trop difficile pour elle. La maladie lui dit de ne pas manger ce que maman demande de manger. Alors, elle a mangé normalement jusqu'à l'âge de 20 ans. Je n'ai vraiment rien vu venir. Et tout d'un coup, elle a commencé un régime. Je me suis dit, à 20 ans, c'est normal, on veut faire un petit régime. Mais ensuite, elle a dégringolé. Vraiment, elle a dégringolé. Et je lui disais de remanger normalement, mais je voyais... Elle m'écoutait, mais elle n'y arrivait pas. Je voyais bien que c'était pas de sa faute, qu'il y avait quelque chose qui jouait plus. Au cours des 10 dernières années, sa fille Jessica a été hospitalisée 3 fois, dont une période de 8 mois. Actuellement, elle est suivie quotidiennement en clinique de jour. Je contrôle plus rien, non. Mais je souffre terriblement, oui. Avoir toujours mal à l'estomac, avoir toujours mal à la tête, se réveiller la nuit en pensant « Mon Dieu, est-ce qu'elle va mourir? Mon Dieu, est-ce que le cœur va s'arrêter ?» J'ai besoin sûrement d'une thérapie... non seulement avec des médicaments, parce que moi, cette anxiété, j'en peux plus. C'est trop lourd. Donc vraiment, pour moi,
arrêter d'être aussi anxieuse. C'est toujours la souffrance. Quand la personne se retrouve dans un tel état de souffrance, de douleur, à ce moment-là, elle va accepter de faire appel à l'aide. Tant que les personnes, finalement, n'ont pas touché le fond, elles ont beaucoup de peine à entreprendre une démarche. La clinique Belmont à Genève est spécialisée dans les traitements des addictions et des troubles alimentaires. Elle propose également un suivi des proches dans une perspective de les intégrer aux démarches thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, la codépendance? Comment vous la comprenez? Qui se sent concerné? Vivre à travers de l'autre. Vivre à travers l'autre, ouais, c'est une bonne... On peut pas se passer d'une personne. On peut pas se passer d'une personne, ouais. C'est un peu une sorte de fusion, un peu fusionnelle avec l'autre en fait. Oui, c'est pas mal ça, ouais. La codépendance, c'est le fait de s'engager à prendre en charge un individu qu'on perçoit en difficulté. Et le souhait du codépendant, c'est de tout faire pour aider la personne en souffrance et en difficulté, au point que son souhait le plus cher va être qu'elle guérisse, et le drame le plus important qui pourrait lui arriver, c'est qu'elle guérisse. Car le codépendant a besoin d'être utile. Il a besoin qu'on ressente qu'on a besoin de lui et que c'est avec lui ou grâce à lui qu'on va pouvoir s'en sortir. On pourrait dire que le codépendant, sa substance à lui, c'est l'autre. Le codépendant nie ses propres besoins. Il ne les entend pas. Il est dans un déni total de la fragilité dans laquelle ça le met, dans l'impuissance dans laquelle ça le met, et dans l'épuisement dans lequel ça le met. Il ne considère que l'autre et il se remet tout le temps en faute et en question. J'ai toujours peur de dire les choses à ma fille directement. J'ai peur parce que je veux pas qu'elle se sente coupable. Une fois par mois, avec mon mari et sa sœur, on se voit avec les psychologues. Et c'est que à ce moment-là où moi, mon mari et la sœur pouvons vraiment exprimer plus facilement, on peut lui parler plus facilement. J'estime que j'ai eu une enfance très très heureuse et puis j'avais un papa qui était là pour nous et puis qui nous faisait sentir ça. Et en même temps, ce problème d'alcool qui n'était pas là omniprésent chaque jour, mais de manière récurrente, oui, par épisode comme ça, et on ne savait jamais quand ça arriverait. Et puis ça, c'était une ombre qui était toujours là. Et puis oui, c'était paradoxe de vivre ces deux choses. D'une part, ce papa que j'admirais, que j'aimais énormément et qui avait aussi une faculté absolument formidable de pouvoir montrer qu'il nous aimait. Et puis en même temps, ce côté, ben oui, on ne pouvait pas avoir confiance. C'est arrivé aussi quelquefois qu'on se réjouissait pour, je sais pas, une fête ou quelque chose, et puis hop, papa était pas là, ou bien était dans un état où c'était pas vraiment très agréable de le voir comme ça. En tant qu'enfant, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être éviter ça? Et puis j'essayais un peu de manipuler. Et puis je disais, ah oui, mais si j'accompagne papa, maintenant qu'il doit aller, je sais pas, livrer quelque chose ou comme ça, et puis on passe par ce restaurant, peut-être qu'il va faire un petit détour. Et puis je me dis, ben, si moi je vais avec, ben, forcément peut-être qu'il va se dire, ah mais non, maintenant il faut que je rentre parce que Christa est avec moi. Et ça, j'ai fait ça plusieurs fois. Donc, des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Dans la trentaine, devenue médecin, Christa entreprend un travail sur elle pour revisiter son enfance et mener une réflexion sur sa vie actuelle. Cette psychothérapeute m'a déchargée un peu et puis ça a fait énormément de bien de pouvoir parler de tous ces problèmes d'enfance et puis de regarder en fait pour moi et de laisser mon papa pour lui. Et puis que, ben oui, parce qu'on ne pouvait pas le forcer. Ces enfants,
ne sont pas impuissants, ils sont dynamiques et ils cherchent à trouver la meilleure adaptation possible dans leur position pour que leur survie et leur confort puissent exister. Ils n'ont pas le pouvoir de réparer le parent, mais ils ont le pouvoir de trouver un espace. Et la codépendance, à ce moment-là, est une réponse d'adaptation. Je pense qu'on peut aider ces enfants en les considérant dans leur réalité et en considérant aussi leurs parents. Donc c'est tous ensemble. Il est parfaitement possible de retrouver une harmonie ensemble, que ce soit dans un couple ou dans une famille. Ce n'est pas la séparation qui rend heureux, c'est la réparation. Demain, serons-nous tous des surhommes, non pas des super-héros avec cape et leggings, mais des êtres humains avec puces électroniques incorporées. La semaine prochaine, on vous parlera de la fusion de l'homme avec la machine. On croit nager en pleine science-fiction, pas tout à fait. Vous pourrez le constater dimanche prochain, et d'ici là, passez une excellente semaine.